allez bien, que ça se passe bien pour vous en ce moment, malgré tout ce qui se passe, tous ces changements, toutes ces restrictions, ce côté peut-être un peu anxiogène de la société en ce moment. Bon, on essaye de rester là, de cultiver de belles valeurs pour que ça se passe au mieux pour chacun. Alors je regardais un petit peu, voilà, je faisais mon petit tour du net sur tous les points de vue, enfin, c'est dur de tous les recenser, mais en tout cas les points de vue qui existent sur la crise, sur cette pandémie, toutes les incertitudes, que ce soit d'un côté, de l'autre, les certitudes d'un côté, de l'autre. Et je voyais beaucoup de confusion en fait. Finalement, autant d'un côté que de l'autre, on va dire les pros, les pro-Covid, les pro sciences mainstream, vaccination, tout ça, ceux qui sont contre, euh, même ceux qu'on dit conspirationnistes, tout ça. Et j'ai essayé de faire un petit peu, voilà, le petit tour. C'est des sujets que j'aime bien. Non pas pour me polariser, en réalité, pour en prendre parti davantage pour l'un ou pour l'autre. Euh, parce que de mon point de vue, rien n'est faux, rien n'est vrai, en réalité. Tout ce qui est a sa raison d'être, donc a une certaine forme de vérité, d'exister. Un point de vue existe, pourquoi? Parce que c'est une réaction à des faits, à des événements, à des situations, à des vécus. Et donc il y a un point de vue qui émerge, un système de pensée, un système de croyance, voilà, une idéologie, tout ça. Et je voyais comment on est dans une époque quand même où on a du mal à trouver la vérité, en fait. Parce que même chez ceux qui ont l'air d'être sûrs de la détenir, eh bien, dans ces clans-là, il y a d'autres personnes qui remettent en question la vérité de l'un, et un argument par-ci, un argument par-là, qui vient démonter l'argument qui est donné ici. On le voit rien que chez les scientifiques par rapport au Covid, il y a eu beaucoup de points de vue qui continuent, qui s'opposent, c'est difficile de trouver un consensus, voilà. Comme quoi, la science est aussi une idéologie. Mm. Et l'objectivité peut être aussi un fantasme, en réalité. L'objectivité pure, je ne sais pas si ça existe. En tout cas, en tant que formulation conceptuelle. Donc le propos, c'était, qu'est-ce que la vérité? C'est un vaste sujet, sur la notion de vérité. Sur cette notion de cet objet conceptuel qu'on appelle vérité et qui représente tellement de lieux de projection, d'imagerie mentale, associée à des affects en fonction des vécus de chacun, des émotions, des angoisses, des envies. J'aime bien cette petite histoire soufie avec Nasreddin. C'est un jour Nasreddin qui est à la sortie d'une grande école soufie,
Et puis, il voit les disciples sortir comme ça et tout, très fiers d'avoir reçu l'enseignement et d'être, voilà, d'avoir reçu la vérité, en fait, hein, et ils sont dans une forme d'amplification d'eux-mêmes. Et là, il les regarde, il se marre. Et là, ils sont là, mais qu'est-ce qui t'arrive, Nasruddin, pourquoi tu te moques de moi? Et il fait, parce que moi, je sais c'est quoi la vérité. Je fais, comment ça? Attends, je suis pas d'enseignement, quelle vérité tu as? D'où tu sors? Bon, vas-y, dis-nous, qu'on voit si c'est ça, quoi. Hein. Et il dit, si, je sais c'est quoi la vérité, vraiment. Là, il s'agite un peu, il doute un peu, peut-être qu'il sait un truc, oui, parce que le maître a dit que c'est possible qu'il y a des fois des êtres comme ça qui reçoivent la vérité, même s'ils sont pas dans une lignée particulière, hein, on appelle ça les esselés, ils sont directement contactés par l'absolu, voilà. Peut-être qu'il fait partie de ça, en fait, Nasruddin, et nous, on n'a jamais vu ça en lui, il faudrait qu'on le voit quand même, parce que ça nous rapporterait une petite valeur ajoutée. Et donc ils insistent, et bon, Nasruddin, à un moment donné, il lâche le truc, et il leur dit, si, non, euh, je vous dis la vérité, en fait, la vérité, la vérité est une carotte. Là, ils se regardent tous, une carotte, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou. Et il fait, si, réellement, la vérité est une carotte. Regardez tous les ânes qui courent après. Voilà. Pour moi, je trouve elle est assez jolie. Et elle nous fait du bien, quelque part aussi, à un endroit, de nous dire que la vérité, c'est quelque chose peut-être qui n'est pas à atteindre. Hein, vous avez vu les ânes, traditionnellement, on mettait un petit bâton avec une carotte et il atteignait jamais la carotte. Hein, ça lui donnait toujours l'envie d'avancer, en réalité. Peut-être que la vérité, c'est ça. C'est toujours une carotte conceptuelle, dans un premier temps, qui nous permet d'avancer et qui nous donne l'énergie, la motivation pour mettre un pas devant l'autre un peu chaque jour et de chercher, faire nos recherches, travailler sur nous, hein, tout ce qu'on fait, quoi, qu'on ne fait pas. Et je voyais comment le monde mental, comme disait Prévert dans un très beau poème, où il disait le monde mental ment monumentalement. Et c'est fou parce qu'on le voit quand on regarde les infos, quand on surfe sur Internet, quand on écoute les théories des uns, les théories des autres, que ce soit dans tous les domaines, hein, en matière de religion, en matière de philosophie, en matière de science. Quand on voit tout ça, on se dit waouh, là il y a un beau paquet d'ânes, hein, qui courent après, une carotte conceptuelle. Mais en même temps, ben, on n'a pas trop le choix. Il y a un moteur en nous qui veut aller vers ça, qui veut toucher ces choses-là. Donc, donc voilà, on avance vers quelque chose, on ne sait pas quoi. Et de mon point de vue, c'est très anxiogène, la situation actuelle, qui est beaucoup plus renforcée parce qu'on est bombardé d'informations, toutes les notifications qu'on a sur notre téléphone, on est sursaturé. Ensuite, il y a des événements dans nos pays. Voilà, ici en France, là, on a le couvre-feu. Voilà, ça génère pas mal d'anxiété, comme je vois dans les consultations, quand même. Voilà.
Et le monde mental intérieur, le mental, l'intellect, on va dire, il est mis sous pression parce que il y a comme une fièvre, tant qu'on est identifié finalement à la sphère de l'intellect, euh, à ce qu'on croit, à ce qu'on pense, ben on va être pris hein, dans le flot, comme ça, et la carotte va arriver et on va la gripper. Et puis il y a quelqu'un un jour qui parle bien, ou qui exprime de manière intelligible un point de vue, hop, on va se polariser dessus. Et alors, ça va nous durer peut-être un temps, puis après, il y a une autre personne qui parle bien ou qui amène les choses de manière intéressante, et hop, on va repolariser de l'autre côté. Et comme ça, on peut passer notre vie à être ballotté comme ça, hein, entre plein de points de vue différents, et jusqu'à un moment donné, peut-être, on fait une expérience, ou une expérience nous tombe dessus, où on vit que on peut vivre sans dépendre de concepts mentaux, en réalité, pour fonctionner, et qu'il y a une autre forme d'intelligence en nous, de l'ordre de la conscience, qui prend le relais, en réalité, et qui a cette capacité, finalement, assez plastique, de pouvoir embrasser tous les points de vue, en réalité, de les transcender, de les inclure. Et là, peut-être qu'on arrive à un état où ça se détend à l'intérieur, en fait. Il y a quelque chose qui se détend, parce que on s'est rendu compte qu'après avoir beaucoup cherché, c'est comme ça, hein, beaucoup de sages disent il n'y a rien à faire, mais quand on voit leur biographie, ils ont fait beaucoup de choses avant de se rendre compte qu'il fallait rien faire. C'est tout le paradoxe des choses. Donc, pour la vérité, c'est un peu pareil. Ensuite, la vérité, tout dépend où on la place. C'est-à-dire, est-ce que ma vérité, c'est quelque chose d'extérieur à moi que j'ai lu, qu'on m'a dit que c'était ça, ou que j'ai cru comprendre que c'était ça, mais bon, c'est peut-être pas descendu en moi et je n'en fais pas l'expérience. Ça reste une croyance. Ou est-ce que c'est un savoir intellectuel dont je comprends la logique, que c'est bien articulé, et oui, il y a une cohérence, bon, il y a des faits qui sont mélangés là-dedans, mais ça change pas fondamentalement ma vie intérieure, c'est juste un livre de plus. Ou à un moment donné, quand on est assez usé, on se rend compte qu'il y a autre chose à chercher, et que peut-être on cherche plus la vérité en tant qu'objet, carotte, on cherche à être vrai. Et là, je trouve que c'est un passage intéressant quand même, d'arrêter de chercher la vérité en tant qu'objet, carotte, extérieur, demain, plus loin, et plutôt veiller à, ici et maintenant, à être le plus vrai possible, envers soi-même déjà, et puis forcément envers les autres, ça découle. Et être vrai, de mon point de vue, hein, bien sûr, hein, c'est ma carotte à moi, euh, de mon point de vue, être vrai, c'est être conscient le plus finement possible de ce qui vit en nous. C'est-à-dire être le témoin, être l'observateur le plus fin possible de nos sensations, de nos réactions, de nos émotions, de nos processus mentaux, de nos conditionnements, et de toutes les couches en fait qui composent l'oignon de la personnalité. Et revenir à un espace en nous, en réalité, qui est calme, qui est paisible, qui n'a pas besoin de formulation conceptuelle particulière pour être bien, pour être là, pour être vivant. Et ça se sent, c'est une expérience. Ça dégage le cerveau, ça dégage les tensions corporelles, et ça transforme en même temps. C'est ça qui est intéressant. La vision, le regard, la perception change, la qualité d'écoute change, le rapport à soi, aux autres change, la vie change.
Donc c'est ça que je me rends compte, c'est que c'est comme si on était à une période là où le monde mental, comme on l'a connu, arrivait à essoufflement, hein, en train de s'auto-asphyxier tous les uns les autres, hein. La gauche, la droite, les pro-Covid, les pro-vaccins, les anti-vaccins, les machins. Et que, au fond de moi, il y a une forme de joie, en fait, quand je vois ça. C'est fou, hein. Quand je vois ce chaos, c'est un peu comme quand j'ai vécu des choses où, en moi, c'était très polarisé, il y avait une lutte interne entre des parties de moi-même, et que ça donnait une friction, une fièvre intense, un feu intense, d'angoisse, quoi. Et qu'à un moment donné, il y a pouf, comme un décollement, et boum, tout s'est résolu dans la vision, en réalité. Et bien peut-être qu'à un niveau planétaire, la vie veut nous amener à nous rendre compte que c'est les idées qui nous pilotent, que c'est les croyances qui nous pilotent, et qu'on n'est pas libre en réalité parce que on ne comprend pas comment ça fonctionne, un psychisme, et on ne comprend pas peut-être comment fonctionne l'univers dans son aspect pas seulement matériel, mais aussi immatériel, dans le subtil. C'est pour ça que j'aime bien l'astrologie, dans son sens profond, parce qu'elle n'est pas idéologique en elle-même, c'est-à-dire que ce sont des principes, voilà. Mars c'est l'action, Mercure c'est la pensée, la Lune c'est les besoins, les émotions, Vénus c'est la capacité d'aimer, etc. C'est toutes des fonctions psychiques qu'on a tous et toutes, et, euh, et en fonction des proportions qu'on a en nous, ben, ça va donner une certaine personnalité. Et on peut comprendre des choses en remontant à des principes. Ça reste bien sûr des concepts, ça reste des idées, mais elles sont assez épurées en réalité, quand on les approche de manière juste en termes de valeurs, voilà, de principes purs, sans que ce soit une construction idéologique et partisane. Parce que les astres étaient là avant nous, hein, et ils seront peut-être là après nous. Euh, voilà, c'est intéressant, je pense, observer la nature peut nous apprendre beaucoup de choses pour sortir un petit peu de notre bulle mentale. Alors la vérité, voilà. Être vrai, voilà. Euh, revenir aussi peut-être à quelque chose qui soit plus universel, c'est-à-dire qui nous relie, les besoins. Voilà, on a tous à peu près les mêmes besoins. On a besoin d'aimer, d'être aimé, on a besoin d'être en sécurité, on a besoin de partager, on a besoin de se réaliser, on a besoin de, voilà, tous ces besoins humains qu'on a, qui sont assez universels, hein. Ensuite, qui sont teintés, ben voilà, par des moyens pour les nourrir qui sont différents, et je pense qu'on achoppe beaucoup sur les moyens pour nourrir un besoin, et c'est pour ça qu'il y a des conflits en réalité. Euh, pourquoi il y a la droite, pourquoi il y a la gauche? Bah, les deux ont raison d'exister, dans le sens où les uns nourrissent certains besoins, les autres d'autres besoins. Voilà. Euh, donc l'idée, c'est que si on mettait tout à plat, on se dirait, ben voilà, on a des proportions de besoins. Et chaque individu ayant sa distinction, bah, il va plus mettre l'accent sur certains besoins que d'autres, en fonction de ce qu'il est, de ce moment où il est dans sa vie, etc. Donc ça, si ça peut être des pistes pour revenir à quelque chose qui soit plus vrai dans nos relations, dans nos rapports aux autres et au monde. Mais ultimement, de mon point de vue, euh, ce qui m'a le plus aidé à trouver une forme de paix, hein, c'est jamais fini, hein, mais une forme de paix, d'ouverture, de tolérance, en même temps de rigueur et de discrimination positive, c'est-à-dire de discernement, c'est de revenir à ce que les traditions
les plus évoluées, les plus profondes, ont parlé de cette conscience du témoin. Conscience d'un témoin silencieux. Voilà, comme je vois à la caméra, là, c'est petite lentille, là, qui me regarde. Et elle n'a pas de... Enfin, a priori, elle n'a pas de jugement sur moi. Elle, sa fonction, c'est de voir, de filmer. Et elle peut filmer tout, en fait, hein. Peu importe, elle, ce qui est important pour elle, sa vérité, on va dire, c'est de voir et de capter des informations. Alors bien sûr, on n'est pas on n'est pas des caméras, on n'est pas des webcams, mais dans l'idée, c'est-à-dire la webcam, elle a été inventée par les hommes, et donc ça vient de quelque chose qui existait dans l'âme humaine, cette notion de filmer, d'observer, de manière le plus neutre possible, le plus équanime possible. Et ça fait du bien, c'est tout le principe de la méditation en réalité, hein, de revenir comme ça à cet espace de paix que l'on est, et qui voit tous les contenus. C'est-à-dire qui arrive à se retirer le plus loin possible en nous-mêmes, dans un espace de silence, de tranquillité, où les objets, des sensations, agréables, désagréables, toutes les variations de sensations, les émotions, toutes les variations d'émotions, toute la palette émotionnelle, toutes les formations mentales, les images, les systèmes de croyances, les identifications, tout ça émerge à l'intérieur de nous et on fait le choix de, pendant quelque temps, de se poser, de laisser tout ça exister sans attraction vers quelque chose qui nous attirerait plus et sans répulsion. Et là, en étant comme ça, on arrive à un état qu'on peut appeler d'unité, de non-dualité, qui permet de, quand on revient ensuite dans le monde de l'avant-plan, ça c'était, on va dire, on recule dans l'arrière-plan de nous-mêmes, quand on retourne dans le monde de l'avant-plan, parce qu'il faut bien vivre, parce qu'il faut bien faire des vidéos, ou pas, mais voilà, il y a plus de spontanéité, il y a plus de détente, il y a plus d'authenticité, les mots changent, il y a toute une transformation qui s'opère. Et les actes aussi changent. Hein, c'est conscient juste, pensée juste, acte juste. Donc l'invitation, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui vous attrape le plus en réalité dans votre quotidien. Parce que tant qu'on ne fonctionne pas au niveau de cette conscience intérieure, on a besoin de structurants mentaux pour fonctionner. Et c'est tout à fait honorable, on a besoin de ça. Donc on a besoin d'idées formatrices. Donc ça peut être une philosophie, une religion, un art de vivre, voilà, tout ça c'est des idées formatrices. Donc vraiment ce qu'elles sont, idées formatrices, elles forment le psychisme et le comportement. Donc voilà, si je suis dans telle vision du monde, cette vision du monde comporte des idées formatrices qui vont créer un structurant pour ma vie. Voilà. Donc ça va mener dans une direction. Euh, mais si j'ai pas fait l'expérience de ce qui précède les idées formatrices, de l'espace qui leur permet d'exister, je vais me surinvestir dans ces idées formatrices et les absolutiser en fait. Alors, c'est ça tout le problème des guerres en réalité, hein, ou des conflits, ou des débats qui tournent mal, c'est qu'on s'identifie à ces idées formatrices parce qu'on n'a pas fait l'expérience de ce qui existe avant ça. Et donc on va se battre pour des idées. Hein. Je sais plus, je crois que c'est Brassens qui disait ça. Mourons pour des idées, mais de mort lente. Oui, on peut mourir pour des idées,
Et l'histoire humaine, c'est beaucoup ça quand même, non? Et donc, c'est se rendre compte comment on est piloté par ces idées ou ces archétypes, ou voilà, c'est le monde des idées de Platon, hein, ces grands mythes qui nous façonnent. Mais c'est-à-dire que si on a fait l'expérience de l'arrière-plan, quand on revient en conscience dans ces idées formatrices, parce que dans la manifestation, on en a besoin, à un endroit en tout cas, jusqu'à un certain moment, ok, on sait que voilà, c'est juste un moyen pour fonctionner dans mon quotidien. Mais c'est pas une fin. Voilà. Et donc là, c'est toujours pareil, hein, c'est le doigt qui indique la lune, et l'idiot prend le doigt pour la lune. Et je vois que c'est beaucoup comme ça tout le temps, partout. Cette distinction clé, elle est fondamentale. Et ne pas prendre le doigt pour la lune, le moyen pour le besoin, voilà, toutes ces choses-là. Et voir qu'en fait, quand on cherche la vérité, on parle beaucoup des chercheurs de vérité, moi j'aimerais mieux cette idée de chercheur du vrai. Ah, parce que c'est épuisant de chercher la vérité extérieure. Bon, j'ai fait ça pendant des années, et c'était super, hein. Voilà, essayer de voir tous les points de vue, c'est bien. Faut le faire à un moment donné, ça donne une ouverture mentale quand même, pour pouvoir dialoguer avec les uns et les autres, avoir des langages différents. Mais voir que ça part de l'insatisfaction en réalité. On ressent un mal-être, un malaise, et on veut apaiser ça. On veut plus sentir ça, bon, ce truc à l'intérieur, ça serre, bon, on se sent pas bien. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a de la tristesse, il y a toute une masse d'émotions, voilà. Et donc on veut trouver quelque chose qui nous sort de là. Donc les idées, les croyances, elles ont un pouvoir concret. Si on fait un peu de visualisation, ben, quand on visualise quelque chose et qu'on met beaucoup d'intensité, eh ben, ça génère des sensations dans le corps, des émotions. Quand on fait certains rêves, des fois on croit que c'est tellement réel, sueur froide, où on a de la joie, et puis on se lève. Ah. Donc on voit l'influence, la force du monde des idées, parce que le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une idée et alors, oh, c'est le chat. Et il ne fait pas la différence entre une idée, en réalité, et un objet réel, physique. Donc c'est aussi pour ça que des fois on a des angoisses qui remontent, comme si au niveau physiologique, c'est comme si on était attaqué par une bête féroce. Hein, le palpitant, c'est toutes ces réactions d'attaque, fuite. Euh, En fait, c'est juste une idée, mais qui est associée dans le cerveau à un phénomène de dangerosité. Donc de voir un petit peu que tout ça, ça fonctionne comment, d'une certaine manière, quoi. Et faire le bilan de à quoi on attache de l'importance dans nos vies, pourquoi on croit à certaines choses et pas à d'autres, et de voir comment notre histoire de vie, elle nous a gentiment amené à ça, en réalité, hein, gentiment ou pas gentiment, hein. Euh, alors voilà, on peut mettre la théorie du karma, on peut mettre voilà, le modèle astrologique qui donnerait des, des compréhensions quand on étudie le thème astral, mais peu importe, en réalité. Sont des conditions qui nous ont amenés à croire certaines choses et à nous focaliser, à nous polariser. Pourquoi est-ce que je suis de gauche? Pourquoi est-ce que je suis d'extrême gauche? Ou de droite ou d'extrême droite? Pourquoi
je crois en Jésus, pourquoi je crois dans le Coran, pourquoi je crois en la Torah, pourquoi je crois dans les Védas, pourquoi je crois aux extraterrestres, pourquoi je crois à rien, pourquoi je crois à tout, pourquoi je crois en la science, pourquoi je suis, une partie de ma vie je suis athée, l'autre partie je suis croyant, ou inversement. Enfin, c'est fascinant de voir les parcours des gens. C'est fascinant de voir les parcours des gens. Quand on voit les parcours, voilà, à 20 ans, ça cherche une forme de vérité libre, alors ça va en Inde, ça fait des darshan, du yoga, et machin, ça fume un petit peu d'herbe au passage, ou autre. Et puis à un moment donné, où ça fait Woodstock, hein, et puis on voit, c'est intéressant de voir que beaucoup des hippies de l'époque sont devenus après des grands informaticiens, des grands chefs d'industrie, voilà, où ils sont passés d'une philosophie babacool, un peu new age, spiritualiste, ils sont revenus dans la religion, papa-maman, absolutiste, ou inversement. C'est fascinant de voir comment, en fait, la conscience, elle, elle nage dans tous ces bains d'idées différentes, et on y croit. Vous voyez comment on y croit, et comment on trouve tout un tas de justifications, d'argumentations pour justifier que ça c'est vrai et ça c'est faux. Et parce on est dans un repère vrai-faux. Et ce repère vrai-faux, bien mal, cette dualité, euh, elle nous permet de nous construire pendant un temps pour essayer de discriminer, c'est vrai. Mais quand cette fonction, qui est qu'une fonction, devient l'absolu, et c'est là où on pêche, parce qu'on n'a pas cette expérience d'arrière-plan, en réalité. Et que il y a peu de traditions spirituelles ou religieuses qui ont beaucoup mis en avant ça. Ça a toujours existé, il y a toujours eu des sages, des êtres un peu à part, des mystiques, qui vivaient des choses comme ça, mais c'était difficilement communicable. Et aujourd'hui, on a la chance quand même que tout ça a été rassemblé et qu'on peut faire le tri et qu'on peut surtout expérimenter librement des choses comme ça. Vraiment, ce qui est aidant pour moi, c'est ça, c'est quand je vois que je me polarise sans le vouloir ou sans le voir venir, parfois, que je me polarise, hop, je me dis un peu comme au basket, là, vous savez, hein, quand c'est le bordel sur le terrain, l'arbitre il dit oh, ok, ok, un là, allez, balle au centre. Et il jette la balle au centre, et après chacun, voilà. J'aime bien cette idée de balle au centre. Ok, là, ok, je reviens au centre, je me verticalise, je me sens, je m'appuie, je reviens dans mon corps, je respire, ok, et je me décolle. Je décolle un peu, je fais un petit pas de recul sur tout ce qui se passe dans mon scénario interne. Et je me rends compte qu'en réalité, que si je peux voir tout ce contenu-là, c'est que je suis pas que ça. Parce que sinon, je pourrais pas le voir en réalité. Je serais ça, donc un œil, il peut pas se voir lui-même, quoi. Voilà, un œil, il va voir quelque chose qui n'est pas lui. Voilà. Ne faites pas le coup, hein. Oui, mais quand tu te regardes dans la glace, oui, mais dans la glace, c'est un reflet, c'est pas l'œil, c'est un reflet de l'œil. Et on m'a déjà fait le coup. Ou je l'ai fait à quelqu'un à une époque où je voulais pas entendre. Et voilà, c'est-à-dire que quand il n'y a pas la compréhension très minutieuse des processus mentaux et des phénomènes de la conscience, on est perdu en réalité. Je sais plus, mon peuple se perd faute de science. Je crois que c'était l'Ancien Testament. À voir. Mais oui, le peuple se perd faute de la science, de la conscience qui soit la plus fine, la plus juste possible et la plus universelle possible. Parce que
L'être humain, il est partout avec un cerveau, des yeux, une bouche, des bras, voilà, et un fonctionnement mental, émotionnel, physique. Et à l'intérieur, il peut expérimenter le silence, partout. Et à l'intérieur, partout, il peut comprendre qu'il a des besoins, qu'il a des sentiments, des émotions, et partout, il peut apprendre à structurer, organiser tout ça, partout. Alors, avec sa particularité, il n'y a pas de souci avec ça. Mais l'essentiel pour moi, c'est de comprendre ce qu'il y a avant les particularités. Parce que sinon, on se paume. Et c'est là où on devient des idolâtres en réalité, hein, au sens biblique. L'idolâtre, c'est pas seulement la personne qui prend une statue pour l'absolu. Non. On peut être des bibliolâtres aussi, idolâtrer la Bible. On peut prendre ce bouquin pour l'absolu, alors que c'est du papier et de l'encre. On peut aussi idolâtrer des idées, hein, des croyances, des images, des représentations. On devient des idolâtres aussi à un autre endroit. L'idolâtrie, c'est ça en réalité au sens profond. C'est-à-dire prendre le doigt qui pointe la lune pour la lune. Voilà. Donc il y a pas mal d'idolâtres quand même sur cette terre. Et je pense qu'on les, la plupart en fait. C'était sous le projet du monothéisme saint, à la limite c'était ça, le questionnement métaphysique. Hein. C'était poser la question, est-ce qu'on prend le relatif pour l'absolu en réalité? Et quand on prend le relatif pour l'absolu, ça crée des tensions, des conflits, et là on est un idolâtre. L'idolâtrie, ce serait en fait prendre le relatif pour l'absolu. C'est important aussi cette distinction de plan. L'absolu, c'est l'absolu. C'est ce qu'on appelle le non manifesté. Le relatif, c'est ce qui est manifesté. Et ça danse. Voilà. Mais on se perd quand on prend quelque chose qui a du relatif, c'est-à-dire du temporel, donc de l'impermanent, donc qui a eu une vie, un apogée qui aura un déclin. Quand on s'accroche à ça, on est broyé, et c'est ça qui génère de la souffrance. Par contre, dès qu'on fait l'expérience de l'absolu, c'est-à-dire de quelque chose de permanent en soi, vous voyez, on est dans un monde impermanent, voilà, on naît, on meurt, on a une compagne, un compagnon, puis après il se barre ou il meurt, on a de l'argent, on n'en a pas, on fait des vidéos, on n'en fait pas, vous voyez, ça bouge, hein, le film, à l'avant-plan. Donc si on est identifié à cet avant-plan, c'est ça qui génère de la souffrance en réalité. Par contre, dès que on fait cette métanoïa, hein, ce retournement, cet intervertissement, c'est-à-dire que c'est plus l'être de surface, le personnage à l'avant-plan, qui est ce que je suis fondamentalement, c'est juste un aspect de surface de ce que je suis, mais ce qui est plus vrai en moi, c'est cette conscience intérieure, hein, qu'on appelle l'âme, peu importe, ou l'être intérieur, c'est que des concepts, mais c'est juste pour vous dire, on sent dans l'expérience qu'il y a un pôle de surface, il y a quelque chose de plus profond derrière. Et donc, quand on fait l'expérience de ça, et qu'il y a quelque chose qui observe ce qui se passe à l'avant-plan, alors là, il y a une paix naturelle qui se met en place, parce qu'on se rend compte on est cet espace, en réalité, qui a pris une forme. Et c'est pas que la forme est à délaisser, en tout cas c'est pas mon chemin, mais au contraire, tout est à prendre en considération. On peut on peut se détacher de tout ou s'attacher à tout. Voilà. Et tout dépend ce qu'on a choisi. Moi, j'ai choisi la relation aussi, donc j'aime cette danse entre l'absolu, le relatif, l'unité, la dualité. Mais on ne peut l'apprécier vraiment, cette danse, que si on a fait expérience de l'un, de l'unité, de l'absolu. Donc, qu'on essaye un petit peu tous les jours de s'approfondir, de se reculer en soi-même. Pour ensuite vivre pleinement cette forme, pleinement, voilà, cette personnalité,
sa mission peut-être de vie spécifique qu'elle a à vivre dans cet espace-temps, à cet endroit, voilà, avec les gens qu'il y a autour d'elle, avec les défis qui lui sont propres. Et, et ça va, on peut se détendre en fait. Parce qu'en réalité, on est retourné à la maison. La maison, hein, comme il disait le Christ, c'est ça, le royaume des cieux est en vous. Euh, c'est là. Qu'est-ce que tu vas chercher là-haut, en bas, à droite, à gauche? C'est là. Hein? Retourne-toi. Et il pleut. Bon, 40 minutes, c'est bien. Eh bien, les amis, prenez soin de vous, de vos proches, de tous ceux que vous croiserez, avec un petit regard de bienveillance. On en a besoin en ce moment. Hein, si on a le masque, renforcer le regard, on peut transformer le port du masque comme ça. Ok, ben voilà, c'est comme ça ici, mais je peux mieux me connecter au regard de la personne, à sa profondeur, et essayer de sourire avec les yeux. On peut tout transformer, même le couvre-feu, on peut le transformer, je veux dire, couvrir le feu, c'est intéressant. Bien, couvre un feu, on peut le voir comme ça, c'est l'hiver en plus là, c'est un moment où on est à l'intérieur, on est couvert, et on couvre le feu intérieur pour le préserver, pour aller au fond de nous-mêmes et libérer ce qu'il y a à libérer, et pour faire le travail d'approfondissement de soi, de purifier euh, ce qui vit en nous, et pour une nouvelle fécondité au printemps. Voilà. Donc, chercheurs du vrai, je vous salue. À bientôt.